Ah, voilà, c'est bon. Parfait. Bien, bonjour à tous. Donc je suis Patrice Rismondo. Je co-dirige Wisdom Connected, une jeune filiale de Bouygues Construction dédiée à la réalisation des smart buildings avec Amaury Pitrou qui est également dans l'assistance. Je vais vous parler d'un chantier pilote que l'on a actuellement avec Angelo Habitat. Je pilote pour le label R2S. On va essayer de passer les slides. Donc aujourd'hui, Wisdom Connected est une jeune entreprise, comme je l'évoquais, qui est dédiée à la réalisation des smart buildings. On a autour d'un certain nombre de compétences. Donc on réalise l'interphonie, notamment l'interphonie sur IP, sur GSM. On fait de la domotique, naturellement. On est plutôt spécialisé dans les protocoles ouverts, le Z-Wave, le Océan, le Zigbee, et puis tout ce qui va être sur IP. Et on est intégrateur des principales solutions du marché. On fait également du réseau. Donc on cherche à se spécialiser dans les réseaux, la réalisation de réseaux R2S. Donc notamment l'infrastructure avec les câbles, naturellement, les équipements actifs et la configuration qui va avec. Voilà. Les alarmes, de la GTB, de la GTC également, notamment en tertiaire. Pour les maintenus en tertiaire, on est amené à réaliser des solutions de supervision et des applications utilisateurs, et puis des prestations clés en main, d'éclairage, store, alarme technique, mesure des consommations. Et puis, naturellement, on sait à peu près relever, mesurer, stocker, historiser la totalité des systèmes de comptage du marché. Voilà, on fait ça pour nos clients, c'est du clé en main sur 6 chaînons de la chaîne de valeur, de la conception d'un système à son exploitation maintenance. Voilà, donc on travaille avec les principales marques du marché, donc on a un intégrateur multimarque, hein, donc avec des équipementiers, certains sont connus, d'autres nettement moins, mais ce n'est pas grave. L'idée étant d'arriver à assembler toute cette technologie pour arriver à proposer une expérience client. Donc notre travail est de transformer la technologie en expérience client. Voilà, autour également de protocoles de communication, essentiellement radio, mais un petit peu filaire, et qui sont indiqués. Donc, on a une offre aujourd'hui qui est en trois grands volets de l'offre. Notre métier historique est l'installation et l'intégration de systèmes clés en main avec une équipe spécialisée dans le déploiement d'objets connectés. Donc, on est un acteur national. Donc, dans chaque région, on a des références dans la totalité des régions de France. Et donc, on vient, on installe et on connecte un bâtiment. Voilà, c'est notre premier métier. Le deuxième, nous sommes éditeurs logiciels d'une plateforme digitale, une plateforme IoT qui porte également un certain nombre de services pour l'usager du bâtiment. Donc, ce qu'on qualifie parfois de Building Operating System. C'est une solution qu'on développe en propre. Et puis ensuite, on est amené à proposer dorénavant une gamme de services digitaux qui viennent créer le lien effectivement entre l'infrastructure que l'on a mise en place et puis le client et l'utilisateur final. Et donc, une fois qu'on on arrive à valoriser l'infrastructure qui a été mise en place au travers de ces services. Voilà pour l'introduction sur Wisdom Connected. Un petit peu de publicité quand même. Et là, je vais en venir à l'étude de cas sur le projet pilote d'Angers-Bellefontaine. Donc, il s'agit de 22 logements locatifs sociaux qui sont situés à Angers. Donc, l'entreprise générale, c'est Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Nous sommes sous-traitants de Bouygues Bâtiment en tant qu'intégrateur, installateur intégrateur du lot Smart. C'est une opération qui va être livrée dans l'année. Voilà. Alors, ce que nous a demandé la maîtrise d'ouvrage, donc Angelo Habitat, c'est de travailler autour de 3 axes. Le premier, c'était de proposer des logements flexibles et évolutifs. Donc, on a à ce titre-là proposé des solutions plutôt un océan avec des équipements sans fil, sans pile, des volets connectés, éclairage connecté, qui permet d'adapter les logements aux besoins des usagers. Donc, vous connaissez la flexibilité offerte par ce type de technologie. Le deuxième volet, ce qu'on nous a demandé de travailler, c'était d'améliorer la sécurité des biens et des personnes. Donc là, on a installé des capteurs, essentiellement des capteurs de fumée que certains connaissent, de marque Nexelec, qui permettent de faire à la fois la qualité de l'air, mais également d'informer en cas de survenance d'un incendie et également de voir l'état de fonctionnement du capteur et son état d'entretien. Voilà, un produit très intéressant à ce point de vue-là. Le troisième point, c'était d'assurer la maîtrise des consommations énergétiques avec donc capteur de consommation d'électricité, le pilotage du chauffage et le bouton départ. On est parti sur un contrôleur OGA EcoTouch que vous voyez en photo. Voilà, et donc tout cela permet à la fois de traiter la technologie qu'on a mis en place, traite les 3 demandes de la maîtrise d'ouvrage, tout en proposant des logements plus confortables, contrôlables par compte vocal, à distance, avec une application mobile et plein de choses
Et donc, finalement, on arrive parfois à traiter simultanément plusieurs sujets, voilà, qui sont d'enjeux sociétaux parfois, mais qui se déclinent dans le quotidien par une amélioration du confort. Voilà, donc on a pour proposer, pour assurer ce type de service, on déploie une infrastructure IP dans le bâtiment, donc avec des switches qui sont répartis dans les étages. Chaque switch, qui sont des switches manageables PoE, permettent simultanément d'alimenter et de faire fonctionner l'interphonie, c'est du HBS de chez Hurmet, et les contrôleurs des logements. Tout cela étant donc connecté sur ce backbone IP quelque part, y compris la platine de rue, et puis étant connecté ensuite sur Internet. Voilà, donc comment est constituée toute l'architecture physique et logicielle du système qui est mis en place à Angers. Donc, c'est ce schéma-là qui l'explique en explicitant les flux de données, les interfaces. Alors, il y a une instrumentation des parties communes qui est faite, donc il y a des compteurs communicants que l'on récupère. Ensuite, il y a toute la partie logement avec un ensemble d'objets connectés, des modules de commande, des capteurs, actionneurs, etc. Ce sont les chaudières individuelles gaz qui sont mises là-bas et qu'on pilote via des modules de commande. Tout cela en océan jusqu'au contrôleur EcoTouch. Et puis, tout cela ensuite allant sur le cloud. Tout ce qui va être l'interphonie aussi, géré par un maître en IP, avec tout un volet, ce qui concerne la communication résident avec les messages et des messages que la maîtrise d'ouvrage, l'exploitant pourra poster, et puis également la remontée des armes techniques, tout ce qui est VMC, ascenseur, etc. Voilà, ensuite le gaz et l'eau que l'on vient également compter. Tout cela va sur le cloud avec un système d'échange d'API. Donc, ce n'est pas un building operating system qui aura été mis en place. Tout ça se passe sur le cloud. On a ensuite une plateforme cloud qui s'appelle MyWisdom, qu'on a développée en propre dans son éditeur, qui vient gérer à la fois toutes les interfaces, donc une interface utilisateur, une interface buyer, une interface écran de hall, qui gère également la totalité des connecteurs avec les systèmes tiers, donc avec OGA, HBS, chez Hurmet, les GRDF, et les concentrateurs d'eau, qui stockent les données et gèrent les utilisateurs. Voilà, et ensuite on voit un certain nombre de visuels avec que l'on peut voir sur la partie droite, qui sont les éléments finalement qui sont visibles par l'utilisateur final. L'infrastructure disparaît assez rapidement finalement. Voilà, alors, bon, ça c'est un slide qui peut parfois être polémique, mais il est quand même, ce slide-là est quand même lié à une réalité, c'est que, je crois on a sauté, c'était la polémique. Non, je ne vais pas être polémique aujourd'hui. Donc globalement, entre avant et après finalement, parce que finalement, quand on dit du smart, beaucoup ont le réflexe de rajouter du smart par-dessus une infrastructure traditionnelle, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on peut voir les choses. Donc en fait, ce qu'on explique à travers ce schéma, c'est que avant il y avait un empilement des coûts qui étaient liés au CFO, CFA, ministère extérieur, la CVC, et donc après, dans l'esprit, eh bien le CFO, il y a le lot Smart vient remplacer quelques équipements qui étaient au préalable sur des métiers plus traditionnels. Par exemple, sur Angers, quand on met des interrupteurs radio, naturellement, on ne met pas les câbles courant fort ni les appareillages radio. Quand on fait du CFA, eh bien, par exemple, quand on vient mutualiser les switches entre le Hurmet, entre les équipements d'interphonie et la remontée des données des consommations, au lieu de développer, de déployer deux réseaux, on ne développe plus qu'un. Donc, naturellement, ça a un impact. Pareil pour la mesure extérieure, au lieu de la centralisation, au lieu de la centralisation avec des commandes radio et une télécommande en plus, finalement, c'est géré par le même bouton qui est celui qui va gérer la chaudière, etc. Et puis la CVC, naturellement, pareil, puisque la chaudière, il n'y a pas de thermostat, le thermostat, c'est EcoTouch. Et donc, le lot Smart, en réalité, génère effectivement, en général, un surcoût, mais un surcoût qui n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le croire. Donc ça donne plutôt des belles perspectives pour le déploiement de ce type d'infrastructure, parce que quand même, ça serait un peu plus cher. Ça offre tellement de possibilités derrière que ça vaut vraisemblablement le coup. Et bien, je crois que c'est tout, non? Qu'est-ce que je devais dire ensuite? Tu m'entends là, Patrice? Oui, oui, j'entends.
Tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions. Alors, on va demander avec Gérald à tout le monde, alors soit si vous avez une bonne connexion, de prendre la parole. Vous pouvez, on n'est pas en grand comité, donc vous pouvez ouvrir votre micro ou bien poser vos questions dans le chat. Parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir un témoignage, hein. Avec Philippe, on vous a parlé beaucoup de théorie. Là, on est dans la pratique, on est sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui voudront en savoir plus. Moi, déjà, je voudrais savoir, vis-à-vis de ton maître d'ouvrage, donc Angelo Arabita, Oui. comment tu as pu voilà, l'accompagner sur ce Low Smart, sur R2S? C'est quoi son bénéfice? Comment tu as abordé ça? Oui, ben, on avait la chance d'un maître d'ouvrage sensible à ces sujets déjà, donc ça aide un petit peu. Il y avait en plus déjà toute une démarche autour de la labellisation Vivalib de 9 logements, donc il y a déjà des choses en réalité. Et puis, voilà, Angelo Orbita a, je pense, saisi les opportunités que représentait ce type d'infrastructure et donc a souhaité. Donc, on n'a pas eu vraiment à convaincre la maîtrise d'ouvrage, on a plutôt accompagné ensuite pour décliner ça en réalité. Et donc, bon, c'est vrai que Wisdom est une entreprise qui fait essentiellement l'installation et l'intégration d'équipements connectés, du développement applicatif et qui porte ensuite des contrats d'exploitation maintenance. Voilà, c'est notre cœur de métier. Nous ne faisons pas de conception, nous ne sommes pas assistants maîtrise d'ouvrage. Là, on a un tout petit peu débordé sur notre périmètre traditionnel dans le cadre de ce pilote. Et c'est vrai qu'on a aidé à la conception, alors également avec Veritas, Philippe Durand, il y a eu un travail conjoint qui a amené à une sélection de solutions techniques et à leur mise en place. Je ne sais pas si Gérald a des questions. Il se trouve que Gérald est AMO Smart, mais il a aussi été bailleur, ou il a été dans une structure de bailleur social avant. Donc, Gérald, si tu as des questions pour Patrice? Oui, il y avait quelque chose qui m'intéressait parce que on sait que chez les bailleurs, effectivement, quand il y a une appétence vraiment particulière pour le sujet, on y va assez facilement, on va dire. Mais il faut les trouver, ceux-là. C'est pas toujours facile de les identifier. Et puis, par contre, ceux qu'il faut acculturer parce qu'ils n'ont pas du tout ces connaissances-là, là, c'est vrai qu'en tant qu'AMO, c'est plutôt compliqué. Et donc, dans ce cadre de ce projet-là, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, parce qu'effectivement, il y a dû y avoir un appel d'offres pour choisir effectivement Bouygues, puisque vous étiez sous-traitant de Bouygues. Comment le client l'a intégré, ce volet-là? Est-ce qu'il a intégré dès le départ ou c'est venu un petit peu après, ou il l'avait intégré dès le départ dans son appel d'offres, la notion du smart building? Alors oui, pour autant que je sache, l'appel d'offres n'était pas sorti de cette manière-là précisément. Voilà. Il y a eu ensuite des mises au point, des techniques d'exécution qui ont précisé la solution technique. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais parce que je me souviens plus précisément l'historique, mais je crois qu'on est rentré à l'origine par le Vivalib. Tout à fait franc avec vous. Et ensuite, il y a eu une démarche qui a été menée par la suite, quoi. D'accord, Oui, très bien. Ouais. sur cette opération en particulier, en fin de compte, le maître d'ouvrage, il a construit son opération comme il le fait d'habitude. Et puis, s'intéressant aux travaux de la SBA, il s'est dit, bah, pourquoi pas? Et à ce titre-là, il a commencé à se documenter, puis à se laisser convaincre par lui-même, hein, qu'il n'était pas loin de la solution et qu'il fallait faire l'exercice de style sur ce bâtiment-là pour pouvoir montrer que tout était possible. Et là, la démonstration de Patrice, en ce qui concerne notamment les coûts, hein, qui est un vrai souci pour la maîtrise d'ouvrage en règle générale, ont permis de continuer à le convaincre, à se dire que le pas pouvait être franchi. D'accord, parce que souvent pour le convaincre, il y a le côté, bon, il n'y a pas forcément le côté technique, mais est-ce que vous avez réussi à le convaincre à travers les usages? Je suppose que ça allait lui apporter, parce que souvent c'est la difficulté, c'est de le convaincre sur ces sujets-là et le retour sur investissement, quoi. Oui, Pour ça, oui. Encore une fois, sur ce point de vue-là, on n'a pas eu vraiment de difficulté à convaincre. D'accord. Je vois qu'il y a des questions, peut-être on va Oui. du coup passer sur les questions. Je vois Alors, 2 pourquoi dire qu'on n'a pas de questions. boss, on est dans le cloud? C'est vrai, j'ai dit ça. J'ai dit ça, effectivement. Eh bien, très franchement, aussi la sémantique n'est peut-être pas totalement définie. On pourrait imaginer avoir un boss dans le cloud, je le pense. Le building complexité, il faut revenir au fondement de sa définition, mais c'est vrai que dans sa définition telle que je l'ai à l'esprit, rien n'empêche qu'il soit dans le cloud. Mais on a plutôt l'habitude
de mettre en fait un système dans le bâtiment qui est du coup associé à l'ouvrage finalement et peut-être par vue de langage. Voilà. Oui, après, je dirais le cloud, en fait, ce qu'il faut bien différencier par rapport au BOS, Building Operating System, c'est le fait que l'infrastructure numérique du bâtiment, on peut l'appeler un BOS à partir du moment où il y a une infrastructure complètement interopérable, ouverte, avec pas mal de matériel actif. En gros, un gros réseau informatique qu'on connaît dans le monde, je dirais, des postes de travail, avec effectivement tout un système d'exploitation. Et puis le cloud peut être effectivement uniquement on stocke les données et puis on vient récupérer les données pour des usages divers et variés. Donc c'est vrai que la définition du Building Operating System, bon, je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais en tout cas, pour ce que j'en ai retenu et pour en avoir fait des programmes récemment sur le sujet, c'est plutôt l'infrastructure qu'on embarque réseau numérique dans le bâtiment. Oui, Avec c'est vrai. l'exploitation, pardon, avec le système d'exploitation. Parce que Oui. la différence, c'est ça, c'est que on ne peut pas parler de BOS normalement quand on n'a pas un système d'exploitation embarqué dans le bâtiment, au même titre que vous avez Windows dans votre PC, quoi. C'est ça. Il peut y avoir des systèmes, je vois de moi régulièrement, on appelle je dirais des infrastructures numériques des building operating systems. C'est pas tout à fait ça, qu'on a uniquement de l'IoT qui vient déverser de la donnée sur un serveur et cette donnée-là, elle est utilisée par de la plateforme numérique qui ensuite traduit des usages. Donc, il faut faire attention un petit peu aux différents systèmes. Oui, absolument. C'est peut-être bien pour ça, effectivement, que j'ai dit naturellement qu'il n'y avait pas de BOS puisque c'était dans le cloud. Néanmoins, la totalité des fonctionnalités qu'on pourrait attendre d'un BOS sont présentes sur ce projet. Il y a vraiment on récupère la totalité des capteurs actionneurs du bâtiment et on les expose sous forme d'API plus ou moins standardisées, quelque part rendues agnostiques à des tiers qui sont utilisables ensuite. En fait, on mettrait ce qu'on a mis sur le cloud, on le mettrait sur un serveur dans le bâtiment, on pourrait très probablement prétendre à avoir un BOS. D'autres questions? Je crois qu'il y en a d'autres dans Il y la a une discussion. autre, en quoi suivre le label R2S versus une mise en œuvre classique des fonctionnalités et sur quelle différence sur coût compétences? C'est une question difficile, ça. Je ne sais pas si Philippe ou oui, peut-être. Vous m'entendez? C'est Delphine qui a posé la question. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, voilà, bonjour. Oui, c'est-à-dire que en fait, on aurait pu vous demander juste d'avoir déjà la fonctionnalité telle qu'elles sont décrites. On aurait pu vous dire, je voudrais dérouler des volets déroulants, capter la température et puis avoir ou l'ouverture de la porte par visiophone. Le fait de suivre R2S, ça a changé quoi en fait? Oui. Versus une installation que peut-être vous faisiez déjà avant, je ne sais plus exactement. Alors, en fait, il y aura plusieurs types de réponses, je pense, en fonction des points de vue de chacun. En tout cas, de mon point de vue d'intégrateur, moi, je trouve que la démarche A2S a beaucoup structuré la conception du système et structure sa réalisation. En tout cas, c'est vraiment, voilà, avec le temps qu'on a passé avec Philippe Durand à regarder les différents critères en disant est-ce que c'est bien sécurisé, est-ce qu'il y a des questions qui se posent qui sont structurantes dans la démarche intellectuelle de proposer cela, bien que il est probable que même sans le label, on ait proposé quelque chose de similaire. Néanmoins, pour industrialiser, pour rendre les choses reproductibles, un cadre de référence est très utile. Un point de vue d'intégrateur, en tout cas. Oui, ce qui va changer un petit peu, c'est que dans un processus un petit peu plus ordinaire, on va avoir et donc du coup oui. Et en fait, en gros, la technique, en effet, la technique, c'est en effet de mutualiser en fait. Oui, oui, par rapport à J'ai pas tout entendu d'Angelo. Non. Mais par rapport à un projet classique, c'est-à-dire que c'est bien le fait de réfléchir à la façon dont on va organiser les données et pouvoir les mutualiser, que le monde change. Auparavant, on aurait fait autant de réseaux qu'il y avait de l'eau technique. Là, dans ce projet-là, on a quand même, comme sur d'autres, on réfléchit à ce que l'on va en faire et comment est-ce qu'on peut l'administrer et le gérer de manière optimum pour diminuer peut-être les coûts liés à des installations, à la multiplication d'équipements.
Et ça, c'est une réflexion importante que l'on ne ferait pas dans un projet classique, puisque dans un projet classique, chaque personne va gérer son lot sans se préoccuper du reste. Après, ce qu'on peut dire en complément, c'est que moi, je trouve que dans le label R2S, le gros avantage quand on met en place le label, c'est que ça structure énormément, mais pas que d'un point de vue technique. Ça structure la démarche, ça structure le projet, ça donne un cadre de référence qui permet vraiment de faire en sorte que le maître d'ouvrage s'y retrouve aussi, mais aussi qu'il s'engage, puisqu'il y a des briques liées au management du projet, il y a des briques liées à la sécurité des données. Et en fait, du coup, ce qui peut être parfois oublié je dirais, en traitant le sujet d'un point de vue uniquement infrastructure numérique. Ouais. Et du coup, effectivement, sur cette partie management du projet, c'est-à-dire il faut une certaine organisation, des boucles de vérification, etc. Ça a changé beaucoup votre façon de faire. Est-ce qu'il y a vraiment évidemment adopté des nouvelles façons de faire? Ou est-ce que c'est plus un guide, en fait, qui permet de faciliter les choses? Une question piège pour. Je ne sais pas à qui elle s'adresse, si elle s'adresse à moi. Oui, parce que vous étiez un prestataire, donc Oui, on est un prestataire. c'est même aussi effectivement le regard de votre maître d'ouvrage. Oui, Est-ce que ça a changé la façon que vous aviez de travailler, en fait? Vous dites ça structure, mais du coup, est-ce que la structure, ça peut être contraignant, quoi? oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que ça a changé Alors, Wizom reste un intégrateur spécialisé là-dedans. Donc, le référentiel, je le connaissais déjà en grande partie, très, très franchement. Donc, les solutions, on était jamais relativement maîtrisées. Les 3 couches, on était sensibles. La BR2S, je suis impliqué dedans depuis des années. Donc, je ne peux pas dire non plus que j'ai découvert. Après, est-ce que j'aurais fait pareil avec et sans le label? Probablement probablement que ça a influencé, oui. Oui, probablement quand même. Est-ce que les points de passage que l'on peut faire en continu sur le projet, euh, ces points de passage ont contribué à favoriser les relations entre les différents lots et notamment avec la maîtrise d'ouvrage, par exemple? Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. En plus, c'est Bureau Veritas a joué un peu le rôle de tiers de confiance, quelque part. Et donc, il était proche de la maîtrise d'ouvrage et à rassurer tout le monde aussi, quelque part, et s'est assuré que tout cela faisait un ensemble homogène qui allait fonctionner par la suite. À ce titre-là, également, ça a été un gros apport, oui. L'intégrateur peut difficilement être jugé partie, en fait. On a toujours un peu de suspicion quand on vient proposer des solutions. Il est surtout jugé parti. Et est-ce qu'il y a eu, quel est le rôle du maître d'œuvre sur cette opération? À quel moment est-ce que le maître d'œuvre est intervenu? Est-ce qu'il a fait un cahier des charges initial? S'il s'est assuré que ce que demandait le maître d'ouvrage, ou ça s'est passé directement entre l'entreprise et le maître d'ouvrage? Philippe, Alors, oui, alors c'est un petit peu ce que je résumais tout à l'heure, c'est que le projet, lorsque l'appel d'offres a été fait, il a été fait avec une conception non R2S. Donc ce n'est qu'au cours du projet que le maître d'ouvrage se dit, tiens, je ferais bien un pas complémentaire. Et c'est à ce titre-là que la maîtrise d'œuvre a été impliquée également pour que la mutation puisse se faire au niveau des différents lots techniques et de leur coordination sur certains aspects, pour être certain que je dirais qu'il n'y ait pas de problématique de marché sur ce dispositif-là. La maîtrise d'œuvre, elle a joué son rôle de surveillance classique. oui. Si c'était à refaire avec des choses qui étaient amenées plus tôt, la maîtrise d'œuvre aurait sûrement apporté beaucoup. Mm. Et il se trouve que c'est arrivé après. Mais... Exactement. C'est pour ça que ce projet n'est pas représentatif sur ce point-là en particulier. Et quel est pour le maître d'ouvrage, bon, peut-être pas forcément le surcoût au niveau des infrastructures. Si à la limite, Monsieur Rimondo, vous pourrez nous donner un surcoût peut-être au mètre carré ou au logement de la petite bande bleue là, qui dépasse la bande jaune. Mais la démarche Veritas, la certification pour le maître d'ouvrage, ça pèse quoi? Pour le maître d'ouvrage, ça pèse surtout sur le fait qu'il aura une exploitation qui lui coûtera moins cher. Donc l'effort à produire à la construction est totalement négligeable par rapport aux économies futures. Non, mais j'essaie d'avoir des informations pour pouvoir essayer
d'alerter certains maîtres d'ouvrage avec qui on travaille, qui pourraient être intéressés par ce label. Et on va me demander combien coûte le label et qu'est-ce que je gagne à court terme, à moyen terme, qu'est-ce que ça m'apporte comme avantage inconvénient, alors pas forcément financier, mais aussi du confort d'usage, confort de maintenance, etc. Alors, déjà, je peux répondre sur l'aspect inconvénient. Moi, je ne trouve pas qu'il y en ait, hein. Euh, bien entendu. Après, sur le coût du label, le coût du label va être proportionnel à la grandeur du projet en matière du nombre de logements, en matière de nombre de services. Et également, pourquoi est-ce que c'est proportionnel à tout cela? C'est tout simplement parce que dans ce label, on va réaliser des essais fonctionnels et de performance à l'issue de l'installation, de manière à pouvoir garantir que le service peut être délivré. C'est en cela où ce label, il a un coût non négligeable, c'est sur cette partie échantillonnage et essai, hein. Donc là, sur cette opération-là, alors on peut peut-être pas vraiment le comparer à un coût standard parce qu'on est sur une opération pilote et sur des opérations pilotes, tout le monde fait un effort, en tout cas en ce qui nous concerne, un effort financier. Là, le label sur ce projet-là a coûté, on va l'arrondir à une unité supérieure à 5 000 €. D'accord. Et pour répondre sur la bande bleue, alors, en plus, Ouais. plutôt pour ne pas répondre sur la bande bleue, je vais dire une bêtise, hein. Très franchement, je n'ai pas le surcoût en tête complètement. Je sais que c'était visiblement très largement acceptable pour la maîtrise d'ouvrage. Oui. Et puis, si vous avez des cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Non, mais non, parce que c'était moi récemment, on a été maître bureau d'études d'une opération en conception construction, et au niveau du concours, le maître d'ouvrage sensibilisé à cette thématique nous avait demandé une option Smart Building. Bon, elle était floue, elle n'était pas très bien définie, ni dans le concours ni après, donc on l'a mise en œuvre petit à petit à l'entreprise générale, donc on n'a pas été tout à fait maître en tant que bureau d'études de la solution technique. Mais voilà, donc ça a été réalisé, on ne sait pas trop si ça fonctionne, si le maître d'ouvrage est content de cette installation, qu'est-ce que ça lui apporte. Et je pense que ça aurait été intéressant de lui proposer une labellisation pour être sûr que, parce que là, en termes de cadre de confiance, la thématique cadre de confiance numérique que vous avez, des sécurité des données dont vous avez parlé tout à l'heure, là, je ne suis pas du tout sûr que ce soit garanti. Voilà. Je suis à votre totale disposition pour évaluer le projet et l'estimer, voir s'il rentre dans les critères du label, hein. N'hésitez Il a pas, été hein. fini, il est réceptionné, donc c'est trop tard là, maintenant. Oui, mais on pourrait peut-être faire une analyse critique pour se dire ce qui a été bien ou moins bien, si vous le souhaitez, D'accord. Écoutez, j'en parlerai au maître d'ouvrage à l'occasion et je lui demanderai. Voilà. hein, à titre d'échange de bons procédés. Oui, écoutez, je connais le maître d'ouvrage est très sensible à cette thématique, donc peut-être je vais lui en parler et pourquoi pas. Ce serait intéressant pour nous des projets à venir. Oui. Mais si le maître d'ouvrage cherche à tout hasard des entreprises pour faire, hein. J'ai bien compris. On avait fait, alors bon, je ne vous connaissais pas, mais on a fait ça avec Intent, donc ce sont des concurrents à vous, je suppose. Alors, que partiellement, hein. Intent va se positionner sur des couches plus hautes. En général, ils opèrent un service en réalité. Nous, on est amené à réaliser des infrastructures. Oui, voilà, donc c'était là où nous, on a eu des complications. Si vous voulez, c'est essayer d'avoir une coordination entre les services Intent avec les objets connectés. Enfin, c'était compliqué. Oui, nous, on a connecté plusieurs bâtiments à Intent aujourd'hui, hein, donc les solutions qu'on propose sont de manière générale Intent Ready d'ailleurs au passage. Jean-Pierre, pour compléter un petit peu le propos sur la maîtrise d'œuvre, sur la notion de ce que peut apporter la maîtrise d'œuvre dans ce cadre-là, moi je pense qu'en tant qu'AMO, où je suis en amont sur les opérations, justement sur ces sujets-là, je pense qu'il est important qu'au niveau des bureaux d'études, vous puissiez vraiment vous acculturer sur la manière justement de concevoir ces nouvelles installations et justement pour éviter l'empilation des réseaux, l'empilation des sujets comme eh bien, tu as du cuivre pour ta visio, du cuivre ou je ne sais quoi pour ton contrôle d'accès, ainsi de suite. Et aujourd'hui, si tu veux gagner sur les coûts et être capable de proposer des choses innovantes, ben c'est justement en travaillant sur ce type d'infrastructure-là, en mettant juste un réseau IP, et puis tout doit fonctionner dessus, quoi, quel que soit le système. Je caricature un peu, et c'est là que, si tu veux, moi je vois extrêmement peu de bureaux d'études
qui ont la capacité aujourd'hui à proposer cette manière de concevoir le courant faible dans les opérations. Je vais te dire, je viens de sortir il n'y a pas très longtemps la partie, donc, je veux dire, une très grosse opération sur Toulouse. Sur une très grosse opération, je suis étonné de voir des bureaux d'études qu'on connaît tous être très pauvres sur le sujet, quoi, d'être très peu force de proposition sur la manière de concevoir ces nouvelles installations. Ils reviennent à du classique et on vient remettre une couche supplémentaire qu'on appelle le smart building. Il n'y a pas tout d'intégration où justement, l'intégration, c'est ce qui permet de faire les gains et donc justement illustré par la slide que présente Patrice là sur effectivement que le surcoût doit être minimum, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer de... Ouais. Donc, c'est pareil, si tu as besoin sur ces sujets-là d'être documenté, d'être accompagné, je dirais, sur comment s'y prendre et autres, n'hésite pas à me solliciter. Ou, Oui, voilà, bien sûr. enfin, voilà. Non, mais je vois dans cette démarche aussi une plus-value pour nous. Pour Bien, mais c'est comme ça que c'est exactement. Parce que bon, faire poser des chaudières murales et tirer des tuyaux, le logement, tout le monde sait le faire. Donc, mais on est d'accord. Donc, ça peut être aujourd'hui, si tu te positionnes là-dessus et que tu mets un coup d'accélérateur sur le sujet, c'est quelque chose qui peut être différenciant de ton bureau d'études par rapport à d'autres, parce qu'on voit bien que les infrastructures numériques se développent. Et puis, souvent, un bailleur le fait une fois sur un bâtiment, il le teste. Et puis ensuite, son objectif, comme il est, je dirais, il est gestionnaire de son patrimoine, il va ensuite le généraliser quand ça marche bien. Et l'objectif, c'est d'éviter absolument de faire des contre-références, parce que si vous, en termes de bureau d'études, vous ne concevez, enfin, si par exemple, vous ne concevez pas tout à fait dans la bonne logique des choses et que ça crée des surcoûts à la fin, eh ben, ça va faire une contre-référence pour le client et évidemment, il n'y reviendra pas, quoi. Il y en a plein qui ont abandonné parce Oui. ils se font embarquer dans des solutions un peu gadget et puis voilà, puis c'est dommage, quoi, parce qu'après, pour les avoir, ceux-là, c'est extrêmement compliqué de les embarquer, quoi. Gérald, tu as parfaitement résumé. En règle générale, la pratique est de superposer un certain nombre de solutions plutôt que de chercher à optimiser pour en faire nettement moins. C'est un petit peu à l'image de l'administration, sans vouloir générer de polémique, mais on a plutôt tendance à se sécuriser en rajoutant, alors que peut-être avec un petit peu plus de recul, on se rend compte qu'en retirant un petit peu, ça marche tout aussi bien. Moi, ce que je dis, c'est que l'économie que tu fais sur le câble que tu ne passes pas, entre guillemets, enfin sur je veux dire, ce que tu ne passes pas, tu le passes dans le matériel actif qu'il faut embarquer pour être, voilà, pour avoir des systèmes intelligents et smart, quoi. D'ailleurs, ça veut dire la même chose, donc je vais répéter. Si je peux ajouter un mot pour confirmer totalement ce qui vient d'être dit, parce que moi je travaille dans l'informatique, effectivement, il ne faut surtout pas ajouter l'informatique en surcouche des protocoles déjà existants. Il faut effectivement, et c'est là le changement, je dirais, de paradigme, remplacer les anciens protocoles des équipements qui faisaient auparavant la domotique par le protocole TCP/IP. Et c'est là où, du coup, on fait l'économie de ces différents protocoles et qu'on assure en même temps une intégration de communication entre ces différents équipements en les branchant au plus tôt sur ce fameux réseau TCP/IP. Et du coup, le coût de l'infrastructure de connexion informatique, parce qu'elle est devenue informatique en fait, est compensé par le fait de ne plus avoir toutes ces couches technologiques différentes qui avaient un coût d'installation, puis qui avaient aussi derrière un coût de maintenance parce que c'était des protocoles différents. Mais il faut bien basculer et non pas ajouter la couche informatique au-dessus des autres protocoles. Et cette bascule-là, effectivement, elle est en train de se faire, mais tous les bureaux d'études n'ont pas encore forcément fait cette bascule. C'est quelque chose qui est en train de prendre son temps. Mais derrière, effectivement, l'économie est notable parce qu'on a un système de communication partagé, ce qui permet du coup de faire discuter ensemble beaucoup plus facilement des équipements très divers tels que la CVC, l'eau, les alarmes, etc. Oui, tout à fait d'accord. Mais ça renvoie aussi, chez les bureaux d'études et d'autres, aux compétences en fait embarquées, parce qu'on s'aperçoit que le smart building est du réseau informatique et qu'il faut donc avoir développé ou je dirais ce type de compétences au sein
la maîtrise d'œuvre pour pouvoir effectivement l'imaginer de cette manière-là, quoi. Oui, et c'est ce virage-là qui n'est pas encore pris partout. Ouais, Mais entièrement bon, qui est d'accord. en train de se prendre, mais c'est pas, c'est en cours. Oui. Oui, la maîtrise d'œuvre, pour abonder dans le sens de Wisdom et de la SBA et du réseau d'intégrateurs, c'est un nouvel écosystème avec un ensemble un nouveau métier, de nouvelles compétences. Et en tout cas, on milite pour qu'on soit reconnu sur ce métier-là. En fait, des entreprises comme celle-là qui sont capables de porter un lot smart sont vraisemblablement pas la majorité des entreprises de CFO, CFA, menuiserie existantes ou CVC. On croit à l'éclosion d'une filière. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les promoteurs sont sensibles à ce label déjà? Ils le connaissent? Je peux répondre, Jean-Noël, hein. On commence, hein, on arrive là à la fin de la phase pilote, donc on n'a pas encore beaucoup communiqué, hein. C'est encore dans le réseau SBA, hein, qu'on a cherché nos projets pilotes. Dans 15 jours maintenant, la version 1 sera publique et on a prévu un plan de communication entre SBA, Bureau Veritas, pour faire connaître ce label, je dirais, à la profession. Donc là, on travaille avec la FPI, on travaille avec l'USH pour le bailleur social. On est en train de monter un certain nombre de partenariats au niveau national et au niveau régional pour que maintenant, on puisse le diffuser, le faire connaître. On a aussi besoin d'énormément de prescripteurs, donc les bureaux d'études en font partie, hein, les AMO, tous les programmistes, etc., doivent maintenant s'emparer ce sujet-là, avant même de parler de l'IP et des protocoles, hein. Il y a un moment où il faut d'abord s'emparer du concept. Il faut essayer d'avoir des arguments pour convaincre les promoteurs et les bailleurs. Il ne faut pas oublier les syndics, hein, les copros, etc., parce qu'il y a énormément de travail aussi en réhabilitation, en rénovation. Donc voilà, tout ce travail de communication, maintenant, il est devant nous, hein. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quelque chose de très solide. On a pris notre temps, hein, ça fait 2 ans de travail, hein, donc on a notamment eu une phase de projet pilote très longue, hein. 6 mois de projet pilote, c'est long, mais le bâtiment a un temps long, donc on ne peut pas non plus tout faire en quelques jours. Mais grâce à voilà, au total, ça fait une vingtaine de résidences en projet pilote, hein, donc on a pu avoir tout type de bâtiments, tout type de stades différents d'avancement des projets. Maintenant, on a vraiment quelque chose de solide sur lequel on va communiquer et on va vous aider en région à communiquer. Pour répondre aussi à ta question concernant l'accompagnement des bureaux d'études, aujourd'hui, c'est toi qui as utilisé le mot flou, en fait. Aujourd'hui, tous les projets sont flous parce que le maître d'ouvrage, il est très peu accompagné. Il sait que le connecté intéresse, donc il va parler de domotique, il va parler de smart, il va parler d'intelligence, etc. Mais il ne sait pas ce qu'il veut. Donc toi, bureau d'études, tu n'as aucune chance de pouvoir designer, concevoir un bâtiment dans un cahier des charges flou. Donc toi, tu fais un CCTP flou. Et après, un Patrice Rismondo, ben, il arrive et il fait un devis flou. Et on livre une installation floue. On bricole, en fait, hein. Depuis des années, on bricole. Donc, le but de R2S, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Déjà, si je prends un maître d'ouvrage, je lui montre le catalogue de 42 services. Si c'est sur ces 42 services, il n'y a rien qui l'intéresse, bah, c'est qu'il n'a pas besoin de R2S. Et on gagne du temps. Ça ne sert à rien d'essayer de lui vendre un truc dont il n'a pas besoin. Par contre, s'il voit 3, 4, 5 services qui peuvent l'intéresser ou intéresser à terme les occupants, bah là, il y a un projet. Et là, tu as déjà un cahier des charges, puisqu'il y a 5 services qui sont mis en priorité. Et donc, tu as une analyse fonctionnelle qui est déjà faite, en fait. Et puis après, toi, en tant que bureau d'études, tu as du pain béni. Pardon ? Ces 42 services, excusez-moi, ces 42 services-là, cette liste, elle va figurer où? Eh ben, elle sera sur le label, hein, sur le site de la SBA, tu vas avoir tous ces services. Tous les gens qui sont dans la commission, il y a plus de 100 entreprises qui sont dans la commission R2S déjà, ils ont accès déjà à ces services. Et, tu vas avoir dans le cadre de référence, tu vas avoir accès à tous ces services. Donc, tu vas pouvoir t'en emparer. Excusez-moi, il faut faire partie de votre association SBA pour pouvoir avoir tout ça ou non?
Non, non, Alors, le référentiel est totalement public, hein. ouais. Pour participer aux commissions, aux travaux, il fallait être membre de la SBA. Par contre, effectivement, le rendu, le cadre de référence et toute la documentation que Philippe a commencé à présenter, ça, c'est public, hein, et nous, on veut le diffuser le plus largement possible. C'est open source. Tu en feras ce que tu veux, tu en feras bon usage, j'espère, mais c'est complètement open source. Et c'est à la fois sur les services et sur le socle technique du pain béni pour toi, parce que tu n'as pas à réinventer des éléments de cahier des charges. Tu vas déjà avoir dans le référentiel énormément d'exigences, de choses qui ont été rédigées et d'éléments qui vont te permettre toi aussi de gagner du temps et de gagner en confiance. Parce que moi, je connais bien les bureaux d'études. Quand il s'agit de rédiger et de prendre des risques en rédactionnel, c'est compliqué, surtout sur des sujets comme ça. Donc, l'idée qu'on a avec ce référentiel, c'est de faire gagner du temps à tout le monde, d'amener de la confiance aussi bien au niveau des maîtres d'ouvrage que des maîtres d'œuvre et que des intégrateurs. Alors, je peux dérouler parce qu'il est déjà 59. Hein, donc, pour terminer, j'avais prévu juste de vous parler des professionnels justement qui sont amenés à intervenir. Donc là, on avait autour de la table aujourd'hui tous les acteurs. Hein. L'AMO, c'est typiquement Gérald, hein, qui peut accompagner en Occitanie ce genre de démarche. Plus il est en amont, moins le projet sera flou. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental de faire passer le message auprès de la maîtrise d'ouvrage. Faites-vous accompagner de ce genre d'AMO. C'est des nouveaux métiers. Il existe dans toute la France des AMO Smart. Après, on a l'intégrateur. Donc ça, c'était le rôle de Patrice. Patrice peut accompagner. Là, il l'a dit, il a été un peu intégré dans le projet pour faire un peu ce rôle d'AMO, mais son rôle avant tout, c'est un rôle d'intégrateur. Il va être garant de la bonne exécution du projet. Il va prendre en charge le paramétrage, il va faire la recette réseau, etc. Et il va faire en sorte que le projet soit aligné avec les besoins exprimés en amont par le maître d'ouvrage et son AMO. Et vous voyez à droite, là, on a mis le logo intégrateur de confiance. Donc ça, typiquement, c'est ce genre de certification qui permet, et ça, un bureau d'études peut tout à fait le mettre dans son CCTP. Rien ne t'empêche, Jean-Noël, de dire mon installation, elle sera R2S, 2 étoiles, avec tel service, et elle sera intégrée par un professionnel prestataire Smart Home certifié par l'AFNOR. Donc là, en gros, tu coches toutes les cases et tu te donnes le plus de chances possibles de réussir ton projet. Le troisième acteur, on l'oublie souvent, mais il faut déjà avoir la vision de l'exploitation du bâtiment. C'est-à-dire que il faut imaginer que ce bâtiment, il va vivre, il y aura des mises à jour, il y aura des nouveaux services, hein, ready to service, ça veut bien dire prêt à accueillir des nouveaux services. Donc, il faut imaginer un opérateur de service, et je pense que Patrice Rismondo peut tout à fait aussi être cet acteur. Hein. Wizome fait ce genre de choses. C'est maintenant que le bâtiment a été réceptionné, il y a une période de garantie, il y a un exploitant qui se met en place, et on va être capable de garantir de la cybersécurité, de garantir des mises à jour et de garantir, par exemple, l'accompagnement des utilisateurs. Dernier slide. Oui, Philippe. Non, j'ai cru que tu voulais parler. Dernier slide. Donc, sur le site de la SBA, hein, vous allez avoir tous ces supports de présentation. Donc, je ne sais pas si Solena peut mettre le lien sur le chat. Vous allez avoir accès à tous les supports, dans toutes les régions d'ailleurs, avec tous les témoignages de tous les maîtres d'ouvrage ou tous les maîtres d'œuvre ou les intégrateurs qui sont intervenus dans notre Tour de France. Vous avez plein de vidéos sur le site de la SBA et puis des événements. Donc, le Tour de France, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce matin, et vous l'avez en replay, ou vous l'aurez en replay très vite sur le site de la SBA et sur le site du Midi Libre, on avait un événement en Occitanie qui prépare la convention et le salon des 15 et 16 juin. Donc, je vous invite à suivre l'actualité de la SBA. Et puis, on a mis en place au niveau de la SBA ce qu'on appelle la SBA Academy, avec un certain nombre de modules
qui vont permettre à tous les acteurs, donc que ce soit les maîtres d'œuvre, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, que ce soit les syndics, etc., d'être accompagnés avec des modules de sensibilisation. Alors, c'est de la formation où c'est plutôt pour moi la sensibilisation. Il y a des modules sur l'intelligence artificielle déjà, il y a des modules sur R2S Connect, qui est un peu l'interopérabilité des solutions. Il y a un module qui est déjà disponible sur le logement connecté. Je sais que Xavier, là, qui est en ligne, il travaille sur un module sur le smart building. Donc voilà, suivez l'actualité de SBA Academy, parce que c'est un bon moyen de se tenir informé et puis de former soit vos propres équipes, soit vos propres clients, vos propres partenaires. On a besoin collectivement de monter en compétences, en fait. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de flou sur les projets, c'est que il y a parfois des gens compétents, et puis dans le même projet, il y a la moitié de gens qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas de quoi on parle. Donc forcément, ça crée des distorsions et des écarts, presque des fossés parfois entre les différents professionnels. Donc voilà, moi je tiens juste à remercier tous les intervenants. Je vais passer la parole à Gérald pour qu'il ait le mot de la fin, parce qu'on est en Occitanie et il a très bien piloté son webinaire. Merci à tous et merci à toi Gérald pour cette organisation. Ton micro. Oui, merci François-Xavier. Bon, je n'ai pas grandement organisé, surtout toi qui étais aux commandes, et je te remercie effectivement pour avoir poussé, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même pas très facile pour les structures et autres. Donc, bon, on essaye d'être présent au mieux que possible. En tout cas, donc je salue tout le monde. Merci d'avoir été autour de la table avec nous. N'hésitez pas à nous contacter les uns ou les autres, que ce soit Philippe Durand, François-Xavier Geland, moi-même, pour si vous avez d'autres questions en fonction des besoins. Et donc, on sera présent parce qu'effectivement, pour ne pas répéter ce qui a été dit, il y a vraiment un besoin d'acculturer et on sent bien que partout il y a besoin et la SBA est là pour ça. Et c'est aussi qu'on va reprendre le flambeau, là, j'espère bien, dès la rentrée prochaine, après cette crise sanitaire, de pouvoir effectivement retravailler sur ces sujets-là. En général, on avait commencé à faire des ateliers R2S en Occitanie qui marchaient bien et le but était de pouvoir provoquer ensuite des matinales spécifiques avec les bailleurs, des after-work spécifiques avec les promoteurs. Enfin, voilà, d'arriver à porter un peu à connaissance de tous ce sujet qui nous semble incontournable. Et on voit bien, notamment dans le tertiaire, c'est en train de monter. Et de plus en plus, les clients initiaux demandent le R2S, le label. Donc, il n'y a pas de raison. Il fait qu'ils ont compris. En général, ils y vont et ils y voient un intérêt. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'y intéresse pas, bien au contraire. Voilà. Donc, merci à tous et bonne soirée. J'ai mis vos adresses email sur le site, là, donc vous pouvez vous contacter les différents intervenants. Merci beaucoup Gérald, merci Philippe, merci Patrice, merci à tous les intervenants pour vos questions et j'espère à très bientôt. Au revoir à tous. Merci à tous, à très bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.